Quand Obito Uchiwa se sacrifie pour sauver son ami lors de la 3e Grande Guerre Ninja, personne n'imagine qu'il deviendra l'architecte de la 4e. Comment ce ninja bienveillant a-t-il pu sombrer dans les ténèbres au point de vouloir plonger le monde entier dans une illusion? L'histoire d'Obito, c'est pas simplement celle d'un méchant, c'est l'histoire d'une descente aux enfers où face à la réalité du système, il décide que si le monde ne peut être sauvé, alors il mérite d'être remplacé. Et si je vous disais que la plus grande tragédie de cette histoire n'est pas la naissance d'un antagoniste, mais bien la mort d'un héros qui aurait pu changer le monde des ninjas à tout jamais. Le clan Uchiwa, un nom respecté et craint à travers le monde. Dans celui-ci, Obito est une anomalie. Là où la plupart des membres excellent dès leur plus jeune âge, lui galère à maîtriser les techniques les plus basiques. Pire encore, à 13 ans, il n'a toujours pas éveillé son Sharingan. C'est un garçon maladroit, souvent en retard, mais il possède une particularité qui le rend spécial. Obito n'a jamais oublié pourquoi il veut devenir Hokage, protéger les habitants du village. Mais malgré la chance d'être un Uchiwa, son quotidien est loin d'être facile. Orphelin, il vit seul, sans parents pour l'encourager, mais surtout sans clan pour le soutenir, car oui, les Uchiwa ne voient en lui qu'une déception. C'est ça le climat dans lequel il grandit. Et petit à petit, toute cette mixture nous amène à son équipe, dirigée par Minato Namikaze, une équipe particulière. D'un côté, Kakashi Hatake, fils du célèbre Cro-Blanc de Konoha, un génie qui à 6 ans était déjà Chunin. Kakashi incarne tout ce qu'Obito n'est pas, froid, calculateur et respectant les règles à la lettre. Dans le monde des ninjas, ceux qui ne respectent pas les règles sont considérés comme des déchets. Ça, c'est la phrase préférée de Kakashi, la valeur qu'il incarne, une vision mécanique qui hérisse Obito au plus haut point. Car pour lui, être ninja va au-delà des règles. Être ninja, c'est protéger les siens, c'est ne jamais abandonner ses camarades. Cette phrase, cette conviction, c'est le cœur même d'Obito. C'est ça qui le définit. Et puis il y a Rin, la 3e de cette équipe, douce et attentionnée, celle pour qui le cœur d'Obito bat, celle qui soigne ses blessures après chaque entraînement, mais surtout celle qui croit en lui quand personne d'autre ne le fait. Le truc, c'est qu'elle n'a Dieu que pour Kakashi. Ça, évidemment, c'est une souffrance supplémentaire pour Obito. Mais ce qui est fascinant chez lui, c'est que malgré toutes ces difficultés, sa lumière ne s'éteint jamais. Il croit profondément que le travail peut surpasser le génie, que la bonté peut vaincre le mal. Il s'entraîne jusqu'à l'épuisement pour attraper Kakashi, pour impressionner Rin, et surtout pour obtenir la reconnaissance de son clan. Ce n'est pas pour rien qu'il admire les Hokage. Il représente tout ce quoi il aspire, force et bienveillance. Son rêve n'est pas motivé par la gloire personnelle, mais par un désir sincère de protéger son village. La 3e Grande Guerre Ninja fait rage. Les villages s'affrontent sans merci, et au milieu de ce chaos, une mission cruciale est confiée à l'équipe de Minato, détruire le pont Kanabi pour couper la ligne de ravitaillement d'Iwa. Ce n'est pas une mission comme les autres, c'est la première fois que Kakashi, fraîchement promu Jonin, prend la tête de l'équipe. Pour Obito, c'est l'occasion de prouver sa valeur, de montrer que malgré son absence de Sharingan, il mérite sa place. Minato se sépare du groupe pour rejoindre le front, mais rien ne se passe comme prévu. Sur le chemin, Rin est capturé par des ninjas d'Iwa, et c'est là que deux visions du monde s'affrontent violemment. Pour Kakashi, il faut continuer la mission, les règles sont claires. Pour Obito par contre, ces mots sont comme un coup de couteau. Comment peut-on abandonner un camarade? Ce n'est pas seulement la femme qu'il aime, c'est aussi et surtout un membre de leur équipe, une amie. Vous vous rappelez de la phrase d'Obito? C'est son Nindo, et il fonce sauver Rin. C'est dans ce moment de pure détermination, alors qu'il fait face à un ninja d'Iwa, qu'Obito éveille enfin son Sharingan. Pas par désir de puissance, pas par haine, mais par volonté de protéger, une manifestation parfaite de qui il est vraiment. Mais alors que la victoire semble proche, un ninja d'Iwa provoque un éboulement. Kakashi distrait ne voit pas le rocher qui lui tombe dessus, mais Obito, lui, il voit, et il ne réfléchit pas. Il le pousse et se retrouve écrasé à sa place. Il n'y a aucun espoir, tout le monde le sait. Obito est condamné, et pourtant même face à la mort, il reste fidèle à lui-même. C'est son héritage. Il demande à Kakashi de protéger Rin et meurt en héros. Ce qui est beau ici, c'est que le cadeau son œil est bien plus qu'une offrande. C'est symbolique. Les yeux sont les outils à travers lesquels on voit. En offrant son Sharingan à Kakashi, Obito n'offre pas juste un pouvoir, il partage littéralement sa vision du monde. C'est un acte qui transcende la mort elle-même. À partir d'aujourd'hui et quoi qu'il arrive, Obito reste en vie à travers le regard de Kakashi. Obito n'est pas mort, et ça, c'est grâce à Madara Uchiwa, une légende que tout le monde croit mort depuis des décennies. Il n'est plus qu'un vieil homme maintenu en vie artificiellement, mais c'est bel et bien lui qui a sauvé Obito. Son corps est brisé, à moitié détruit,
Madara a remplacé les parties de son corps écrasées par une substance produite grâce aux cellules du premier Hokage, une matière blanche qui lui a sauvé la vie. Pour Obito, cette survie miraculeuse ne veut dire qu'une chose. Il pourra retourner à Konoha, retrouver Rin et Kakashi. Le truc c'est que sa guérison est lente et que Madara a d'autres plans. Vous voyez le clan Uchiwa? Tout le monde pensait qu'Obito était un raté. Et pourtant, il est primordial au plan ultime de Madara, créer un genjutsu si puissant qu'il plongerait le monde entier dans une illusion, sans guerre ni haine, un monde où chacun pourra vivre ses rêves et où la souffrance n'existera plus. Des mois s'écoulent, mais malgré l'isolement et les paroles venimeuses de Madara, Obito garde espoir. Il garde cette lumière qui fait sa force. Pour Madara, c'est très clair, le système ninja tout entier perpétue un cycle sans fin de souffrance, mais Obito écoute à peine. Pour lui, le monde parfait existe déjà, c'est celui où Rin sourit et où il protège Konoha comme Hokage. Quand Obito est suffisamment rétabli, Madara lui propose d'aller voir lui-même ce qu'est devenu le monde dans lequel il est prêt à mourir. C'est un piège, évidemment. Madara sait exactement ce qu'Obito va découvrir. Il sait que la réalité va briser ses espoirs bien plus facilement que n'importe laquelle de ses paroles. Le temps s'arrête, l'univers tout entier s'effondre autour d'Obito. Rin, celle pour qui il vivait, meurt sous ses yeux, tuée par l'homme à qui il a confié son œil et sa promesse. Quelque chose est brisé. Ce n'est pas seulement son cœur qui se déchire, c'est sa vision du monde qui s'écroule. Toutes ses croyances, tous ses espoirs, absolument tout s'évanouit en un instant. La douleur est si intense qu'elle déclenche l'éveil de son Mangekyo Sharingan. Ses pupilles se transforment, reflétant le gouffre qui vient de s'ouvrir en lui. Obito ne comprend pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus le garçon maladroit. C'est une force de la nature, poussée par une rage pure. Ce qu'Obito ne sait pas encore, c'est la vérité derrière ce qu'il vient de voir. Il ne sait pas que Rin avait été capturé par Kiri et transformé en Jinchuriki dans le cadre d'un plan visant à détruire Konoha. Il ne sait pas non plus qu'elle a supplié Kakashi de la tuer. Il ne voit que l'horreur d'un monde qui lui arrache la seule chose qu'il aime. De retour à la grotte, Madara l'attend. Il n'a pas besoin de demander ce qui s'est passé. Il sait. Madara a gagné. Obito est mort. À sa place se tient maintenant l'homme qui deviendra son successeur, l'exécuteur du plan visant à remodeler le monde. Cet homme, c'est Tobi. Madara lui transmet tout, ses connaissances et ses techniques, mais surtout les secrets des Uchiwa et les bijoux. Il lui dit littéralement tout, mais en plus, il lui parle d'un homme, l'élu, Nagato Uzumaki, porteur du légendaire Rinnegan. Le truc c'est que Madara devient très faible, il ne peut pas se maintenir en vie. Avant de s'éteindre, il fait une ultime demande à Obito, lui permettre de revenir à la vie grâce au Rinne Tensei de Nagato. Aveuglé par sa douleur, Obito accepte sans se questionner, incapable de voir qu'il ne sera jamais qu'un pion sur l'échiquier de Madara. Et c'est là son erreur. À partir de maintenant, le fantôme masqué qu'est Tobi se fait appeler Madara Uchiwa, un être qui existe dans l'ombre, manipulant les fils du destin avec une patience inhumaine. Tobi commence à façonner le monde depuis les coulisses, créant les conditions qui mèneront à la concrétisation du plan. Et ce plan, il passe par Konoha. Obito y retourne, non pas comme un héros, mais comme un vengeur. Ce soir-là, Kushina Uzumaki, le Jinchuriki de Kyuubi, donne naissance à son fils. C'est donc le moment où le sceau retenant Kyuubi est le plus vulnérable. Obito le sait, et c'est exactement ce qu'il attend. Le truc c'est que Kushina, c'est la femme du 4e Hokage, Minato, l'ancien maître de Obito. Son ancien sensei ne le reconnaît pas. Il ne peut pas imaginer que derrière ce masque se cache son élève qu'il croyait mort. Et la suite, vous la connaissez. Cette nuit marque la première étape du plan d'Obito, semer les graines des conditions nécessaires à la collecte des bijoux. Les années passent, Tobi reste dans l'ombre et manipule tout le monde en se faisant passer pour Madara. C'est à ce moment précis que l'Akatsuki est formée. Cette organisation est un groupe cherchant la paix, et Obito l'observe de très près car parmi les créateurs de celle-ci se trouvent Nagato et son Rinnegan, la clé de tout. Quand Nagato devient Pain, l'Akatsuki devient alors ce que nous connaissons, une organisation de criminels traquant les Jinchuriki. Mais là où Tobi croit manipuler Nagato pour son plan, Nagato manipule celui-ci pour le sien, l'instauration de la paix par la destruction. Et vu que les deux ont besoin des Jinchuriki, ça matche parfaitement. L'ironie c'est que Nagato est un miroir d'Obito. Les deux étaient bienveillants et ont été détruits par la réalité impitoyable. Le plus fascinant avec Obito, c'est son masque. Pendant des années, il se présente comme un membre de l'Akatsuki, un personnage maladroit,
presque comique qui contraste violemment avec la vérité qui se cache derrière le masque. Cette dualité n'est pas qu'une stratégie de dissimulation, c'est aussi les derniers vestiges du bon Obito, refusant de disparaître complètement, comme si une partie de lui jouait encore à être ce garçon optimiste qu'il était. Même dans notre réalité, les masques permettent à quiconque d'être eux-mêmes, et à travers Toby, on a la preuve qu'Obito existe encore. Malgré tout, le plan avance. Chaque mouvement est calculé, chaque pièce est placée sur l'échiquier. Le monde ninja se dirige lentement mais sûrement vers le gouffre qu'Obito a préparé pour lui. Je vous pose la question, pour vous, c'est quoi le bonheur? Pour la plupart des gens, c'est quelque chose qu'on construit, jour après jour, à travers les liens qu'on tisse et les rêves qu'on poursuit. Mais pour Obito, le bonheur ne peut plus exister dans cette réalité. Il ne peut être qu'une illusion, un rêve parfait où les morts reviennent à la vie et où les promesses d'enfants deviennent réalité. C'est ça, le plan de Madara. C'est pas juste un projet de conquête, c'est une vision du monde né d'un désespoir absolu. La solution d'un homme qui, ayant perdu toute foi en la réalité, décide de la remplacer complètement. Ce genjutsu reflète les désirs les plus profonds. Chacun vivra dans sa propre version du paradis. Ce qui rend ce plan si séduisant, c'est qu'il ne s'agit pas de détruire l'humanité, mais de la sauver de sa propre nature. Obito a vu la cruauté du monde, encore et encore. Pour Obito, la liberté est une illusion qui ne mène qu'à la douleur. Le choix est la source même de la souffrance. Dans son monde parfait, il n'y aura plus besoin de choisir. Quand on y pense, c'est extrêmement intéressant, car si le choix est la source même de la souffrance, ça veut forcément dire qu'il est aussi la source même du bonheur. C'est le principe même d'un choix. C'est ce biais qu'Obito ne comprend pas, et c'est ça qui le rend dangereux. Ce n'est pas sa puissance, mais sa conviction. Il croit sincèrement faire ce qui est juste, sauver l'humanité d'elle-même, offrir un bonheur artificiel mais éternel, plutôt qu'une liberté douloureuse. C'est très profond, et je pense que vous le sentez, mais il y a une ironie tragique dans tout ça. L'homme qui a juré de ne jamais abandonner ses amis est devenu celui qui veut priver l'humanité entière de sa liberté. La 4e grande guerre ninja éclate, et un nom se démarque, Naruto Uzumaki, un des 2 derniers Jinchuriki certes, mais surtout, un nom qui résonne dans l'esprit d'Obito. Ce jeune homme qui se dresse sur son chemin porte le même rêve que lui. Au fur et à mesure que la guerre avance, cette ressemblance devient de plus en plus marquée. Malgré les pertes et les trahisons, Naruto s'accroche à son rêve de paix, tout comme Obito l'avait fait. Mais aujourd'hui tout est différent. Le champ de bataille s'étend sur des dizaines de kilomètres. C'est le chaos nécessaire, l'ultime souffrance qui justifiera le Mugen Tsukuyomi de Obito. Mais quand celui-ci se retrouve face à Naruto, ce n'est pas simplement un affrontement de puissance, c'est une collision entre 2 visions du monde. Cette confrontation est unique car pour la première fois depuis la mort de Rin, Obito se trouve face à quelqu'un qui lui rappelle son essence, un miroir de ce qu'il aurait pu devenir si la vie ne l'avait pas brisé. C'est ça qui rend ce conflit si profond, la bataille symbolique. D'un côté, Obito qui croit que le monde réel est une prison de souffrance dont il faut s'échapper, et de l'autre, Naruto qui voit la réalité comme imparfaite certes, mais qui croit profondément en celle-ci. Alors que la bataille fait rage, Kakashi se joint au combat. Pour lui, la révélation est dévastatrice. Son ami, celui qu'il croyait mort en héros, est devenu l'instigateur de cette guerre. Kakashi comprend que derrière le masque de l'antagoniste se cache un cœur brisé qui n'a jamais guéri. Il comprend son ami, mais c'est Naruto qui va porter le coup le plus profond. Pas avec une attaque, mais en questionnant simplement ce que Rin penserait de tout ça, en demandant si elle serait heureuse de ce qu'il a fait en son nom. Cette question frappe Obito comme aucun jutsu ne pourrait le faire, car au fond de lui, il sait. Il sait que la Rin qu'il a aimée, la douce femme qui croyait en un monde meilleur, n'aurait jamais voulu ça. Pour la première fois depuis des décennies, quelque chose s'effrite dans la conviction d'Obito. Un doute s'installe, une fissure dans l'armure du désespoir qu'il s'est forgé, et c'est à travers cette fissure que la lumière commence à réapparaître. Il fait un choix qui va à l'encontre de tout ce qu'il a fait ces dernières décennies. Il décide finalement d'aider ceux qu'il combattait. L'homme qui a orchestré cette guerre passe soudainement du côté de l'Alliance, et ça surprend tout le monde. Mais ce qui est fascinant, c'est la raison de ce changement. Ce n'est pas par peur de la défaite, ou par simple calcul stratégique. Non, c'est parce qu'il a reconnu en Naruto ce qu'il était autrefois. Il a vu qu'il existait un autre chemin possible, celui qu'il aurait pu suivre. La rédemption d'Obito n'efface pas ses crimes, et il le sait. Rien ne peut ramener ceux qu'il a tués, ceux qui sont morts à cause de ses manipulations. Mais dans ces derniers moments, il fait le choix d'honorer la mémoire de Rin, non pas en créant une illusion où elle vit, mais en protégeant le monde qu'elle aimait. Lorsque Kaguya, l'ancêtre de tous les ninjas, apparaît, la situation devient critique, mais c'est là qu'Obito fait l'ultime sacrifice. Il utilise les dernières forces qui lui restent pour protéger Naruto, Sasuke et Kakashi, leur donnant la chance de sceller Kaguya. Lors de sa mort, Obito voit Rin. Elle l'attendait dans l'au-delà. Elle lui sourit
comme elle l'a toujours fait. Dans ces derniers moments, Obito est redevenu celui qu'il était, le garçon qui voulait protéger les autres, qui croyait en un monde meilleur. Avant de disparaître, il confie à Kakashi un ultime cadeau, son deuxième Sharingan. Ce cadeau va lui permettre d'utiliser le Susanoo et de jouer un rôle crucial dans la victoire. La vie d'Obito s'achève comme elle a commencé, par un acte de sacrifice pour protéger ceux qui comptent. La boucle est bouclée. L'enfant idéaliste qui avait sombré dans les ténèbres a finalement retrouvé sa lumière, juste à temps avant son dernier souffle. Ce qui fait la beauté de cette rédemption, c'est qu'elle n'efface pas le mal qui a été fait. Elle ne prétend pas qu'une bonne action finale peut effacer une vie de noirceur. Non, elle nous rappelle que personne n'est uniquement défini par ses erreurs, que même dans les âmes les plus corrompues, une étincelle peut subsister et que celle-ci peut illuminer. Et c'est peut-être ça, la véritable leçon de l'histoire d'Obito. Malgré tout, il n'est jamais trop tard pour choisir un autre chemin.